Bienvenue au webinaire le flux de l'impact collectif présenté par la Fondation Trillium de l'Ontario, volet subvention avec Ethel Côté, associé du Centre canadien pour le renouveau communautaire. Bienvenue Ethel et je vous donne la parole. Un grand merci Marc. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, très bien. Excellent. Donc, on peut changer la diapositive, s'il vous plaît? Merci. Donc, ceux et celles qui ne me connaissent pas, c'était la petite photo. Et ça, c'est vraiment le hashtag pour tweeter en ligne. Et on remercie déjà Devon et Marc au niveau de Tamarack pour voir à ce que ce webinaire-ci fonctionne bien. Le seul petit hic, c'est que moi, je n'ai pas la capacité de changer les diapos aujourd'hui, mais avec leur support, tout devrait bien aller. Et on a notre collègue aussi de la Fondation Trillium qui prendra la parole à la fin, comme Marc a mentionné, autant pour répondre à certaines questions, mais aussi informer du lien des sources de financement au niveau de l'impact collectif et les autres sources de financement. On va changer la diapo, Marc, s'il vous plaît. Donc, je ne sais pas si, ça me fait grandement plaisir d'être ici parce que au tout début, on prévoyait un webinaire en français sur l'introduction à l'impact collectif. Et ça nous avait permis, plusieurs d'entre nous, et sans doute d'entre vous qui avez participé à des sessions dans les régions, de s'initier à l'impact collectif. On avait exploré c'est quoi la définition de l'impact collectif. On avait regardé les 5 conditions préalables et les 3 conditions préalables et les 5 conditions essentielles pour vraiment développer et lancer un projet d'impact collectif dans notre communauté. Et au-delà de ça, on s'est dit c'est important de faire d'autres webinaires. Les gens l'ont demandé lors de ces réunions-là pour explorer comment vraiment vivre toutes les étapes de développement et de mise en œuvre d'un projet d'impact collectif. Donc aujourd'hui, on va vous parler des 5 phases de l'impact collectif et vous pouvez vous inscrire auprès de Tamarack pour les 3 autres webinaires. On va regarder sur comment développer une stratégie commune, les mesures communes et comment documenter les avancées sur les résultats que vous escomptez par rapport à votre projet d'impact collectif. Et on sait aussi, si vous avez participé à l'introduction à l'impact collectif ou aux sessions dans les régions, l'importance d'une structure de soutien. Et là, on en parlera là aussi le 6 septembre. Donc, on vous invite sérieusement à vous inscrire, à promouvoir aussi ces webinaires-là. Plus on sera de gens informés de ce que c'est l'impact collectif, mais aussi comment développer des initiatives, comment mobiliser des partenaires, comment vraiment avoir une approche plurielle et multisectorielle pour avoir de l'impact dans notre communauté, c'est plus on s'informe, plus on peut réussir notre processus. Merci Marc, on peut changer la diapo. D'accord, puis Ethel, on a juste un commentaire d'une de nos participantes qui nous dit que si vous pouvez essayer de parler un peu plus à haute voix, puis un peu plus clairement, s'il vous plaît. Parfait. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux pour moi. On va demander à la participante et on te dira. Merci. D'accord. Puis j'ai pas de contrôle, désolé, j'ai pas de contrôle sur le son là, comme tel à ce moment-ci, mais j'espère que c'est mieux. Donc, les objectifs de ce webinaire, c'est examiner les 5 phases de l'impact collectif, découvrir comment les phases peuvent avoir un effet sur l'impact collectif au sein de notre communauté, puis aussi sur le développement de nos projets, puis découvrir des outils qui peuvent vous aider à naviguer dans les 5 phases d'impact collectif, des outils qui vous permettent d'évaluer votre niveau de préparation aussi et par rapport à développer et mettre en œuvre une initiative d'impact collectif. Et comme Marc le mentionnait, ça va être entre 25 et 30 minutes la présentation pour vous donner la chance aux échanges. Et vous pouvez toujours, en cours de session, vous servir de la boîte de chat. Marc, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, les phases de l'impact collectif, on sait qu'il y en a 5. Donc, c'est mieux dans le cadre de ce webinaire-ci, on va regarder un outil d'auto-évaluation. Donc, quelque chose de super concret, super pratique, qui a été conçu pour vous offrir et nommer et identifier tous les éléments clés nécessaires qu'on doit retrouver à chacune des 5 phases et encore là, avoir une bonne idée de l'envergure du travail à faire et de la mobilisation qu'on doit faire. Cet outil d'auto-évaluation, excusez-moi, qu'on va vous proposer, ça va vous permettre aussi à votre équipe d'évaluer le progrès. On ne fait pas juste cet outil d'auto-évaluation-là au début d'une démarche d'impact collectif, mais c'est un outil qui nous permet aussi d'évaluer le progrès tout au long de la démarche. Et
il est clair aussi que quand on se donne les moyens pour réfléchir, pour faire des rétroactions, pour évaluer l'avancée de notre travail, ben c'est ça aussi un outil d'auto-évaluation comme on va vous partager aujourd'hui, va vous permettre au sein de votre équipe et avec vos différents partenaires de réfléchir ensemble sur la finalité désirée. Parce qu'au tout début, vous allez vous donner un plan de match, puis une vision commune, un agenda commun pour passer à l'action, pour répondre à une problématique ou un enjeu prioritaire qui vous interpelle, mais aussi il faut avoir une vision aussi vers où on s'en va. Et vraiment un outil d'auto-évaluation qui vous permet de réfléchir sur la finalité désirée, c'est essentiel. On peut changer de trajectoire en cours de chemin, mais au moins, si on y réfléchit ensemble, on le fait consciemment. On n'est pas surpris par les événements. On peut changer la diapo. J'ai ajouté cette diapo-ci dans le webinaire en français parce qu'on s'en est servi lors des rencontres en personne pour présenter brièvement les 5 phases, mais aussi les éléments clés du succès. Et c'est ces éléments-là qu'on va reprendre aujourd'hui, la gouvernance, l'infrastructure, la planification, l'implication, l'engagement communautaire, l'évaluation et l'amélioration amélioration tout le long du processus. Et vous voyez les différentes phases, on va les aborder, mais générer des idées ou un dialogue, lancer une action, s'organiser pour obtenir un impact, commencer la mise en œuvre d'une initiative ou des initiatives, soutenir l'action et l'impact continu. Je vous ai laissé la source parce que si vous avez le goût de lire davantage sur le sujet, ça peut être super intéressant. Marc, on change? Donc, entrons directement dans les 5 phases. Donc, vous avez vu tout à l'heure un des éléments clés, c'est la gouvernance et l'infrastructure. Donc, si on regarde au niveau de la gouvernance et de l'infrastructure d'un processus d'impact collectif avec qui on va se mobiliser, ben, on va se poser certaines questions. À cette composante-là, pour but d'assurer que leur groupe qui va se mettre ensemble partage des responsabilités, est clair au niveau du leadership partagé, que tous les membres qui vont être impliqués dans le processus comprennent bien la prise de décision et soient impliqués aussi dans la prise de décision. Puis l'autre objectif, c'est de s'accorder sur la manière de mieux concevoir et mener l'initiative ensemble. Donc, quand on dit gouvernance et infrastructure, c'est qui sommes-nous et comment nous travaillons ensemble. Puis, vous voyez, dans les objectifs, il y a des sous-questions là qu'on vous pose à ce moment-ci. Mais c'est vraiment, quand on dit un outil pratique, c'est qu'il faut se questionner. Quand on va travailler sur le développement et la mise en œuvre d'un projet d'initiative d'impact collectif, il faut se questionner avec qui on va s'associer pour vraiment répondre à un enjeu commun. Et la gouvernance, vu qu'elle est collective, on doit préciser encore là, par des questions comme celle-ci, on vous suggère de vous trouver vos réponses. Si vous êtes une organisation dans un collectif, ben oui, vous pouvez vous poser la question au sein de votre organisation, mais n'oubliez pas que c'est une des 5 conditions. C'est une approche multisectorielle, vous allez travailler avec plein d'autres organisations et collectivement, il faut se poser la question. Donc, qui sommes-nous? Comment nous travaillons ensemble? Quelles sont nos ententes minimales qu'on va mettre ensemble, nécessaires à mettre en place pour bien travailler ensemble? Souvent, des gens nous disaient lors des sessions en personne qu'il y a des partenariats qui se mettent en place pour réaliser un projet et en cours de projet, ben, il y a des surprises. Soit qu'il y en a qui travaillent plus, il y en a qui travaillent moins, il y en a qui profitent des bénéfices du projet sans vraiment respecter leur engagement dans le projet. Et quand on se pose la question, mais pourquoi on en est rendu là? Ben, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas des ententes entre les différentes entités impliquées dans le projet. Donc, par rapport à cet outil-là d'auto-évaluation, on vous suggère vraiment de vous questionner sur quelles sont les ententes minimales à mettre en place pour bien travailler ensemble. Quelles sont les pratiques que vous disposez aussi pour favoriser une meilleure compréhension et une confiance entre les organismes. Et ça a été soulevé lors des sessions aussi. Il faut vraiment établir un contexte de confiance si on veut travailler en différentes organisations et différents groupes de la communauté avec d'autres personnes de la communauté. Et si on n'établit pas ce contexte-là de confiance ou si on ne se pose pas la question pour se dire voici ce qu'on va faire pour l'établir, ben, ça risque aussi de créer des conflits ou des tensions dans le développement du projet. Quelles structures sont nécessaires pour nous permettre de bien travailler ensemble? Et donc, vous voyez, la façon que l'outil qui a été développé pour vous aider à vraiment travailler sur les 5 phases de développement vous propose, pour chacun des éléments clés, des questions à vous poser. Et on vous invite vraiment à vous asseoir avec les membres de votre organisation et les membres des autres partenaires qui seront avec vous dans votre initiative d'impact collectif et répondez à ces
questions-là de façon collective. Il faut vraiment que la manière de travailler ensemble soit claire. Il faut vraiment que la structure d'appui pour soutenir le démarrage soit claire aussi, qu'il n'y ait pas trop de surprises. Il faut avoir aussi de la flexibilité, si vous vous rappelez les 5 conditions essentielles, il faut avoir de la flexibilité, mais il faut se donner au moins les bases pour bien fonctionner. Et les bases, c'est vraiment dans l'infrastructure d'appui et la gouvernance, donc la prise de décision collective pour mener à bien le projet. Bien entendu, si on travaille avec une variété d'organisations, il faut s'entendre sur des valeurs communes qui vont faire qu'on va travailler dans le même esprit. On peut parler de confiance, de respect mutuel et tout ça. Donc, le groupe doit confirmer ses valeurs collectives et aussi confirmer les principes qui vont guider le travail collectif. On peut changer la diapo. Donc, l'autre élément clé d'une phase d'impact collectif, c'est la planification stratégique. Ben là, plusieurs me diraient, ben oui, mais on connaît ça dans les organisations, on en fait. Et oui, il y a beaucoup de bonnes pratiques dans les organisations communautaires et dans les communautés pour réaliser des planifications stratégiques. Et oui, cette expertise-là peut être mise à profit dans le cadre de l'élaboration d'initiatives d'impact collectif. Mais n'oublions pas encore là, hein, les initiatives d'impact collectif, c'est des collaborations avec plein d'autres mondes pour répondre à un besoin, un enjeu commun, une problématique dans notre communauté. Mais c'est super important que cette planification stratégique-là ne se fasse pas que par un organisme de l'ensemble du réseau qui va réaliser le projet d'impact collectif ou une initiative d'impact collectif, mais c'est l'ensemble des entités qui vont travailler ensemble qui doivent se poser les mêmes questions. Encore là, vous voyez la logique de l'outil qu'on vous propose. On vous donne un petit texte descriptif sur ce que c'est une planification stratégique, puis que ça va aussi vous permettre de vous donner non pas juste des grandes orientations et une vision commune, mais aussi un plan concret pour savoir comment mener à bien votre agenda commun. Et parce que l'agenda commun, si vous vous en rappelez, c'est une des 5 conditions de l'impact collectif. Mais regardons maintenant les questions qu'on devrait se poser, au sein même de notre organisation, mais avec tous les autres partenaires qui vont être impliqués dans cette initiative d'impact collectif. À quoi aspirons-nous comme groupe? Chaque organisme a ses intérêts, sa mission, son mandat, mais collectivement, est-ce qu'on a la même lecture de l'enjeu? Est-ce qu'on rêve d'agir de la même façon ou d'agir en complémentarité avec d'autres mondes pour répondre à ce besoin-là? Comment pouvons-nous réaliser ensemble des choses pour changer les circonstances des personnes touchées par ce problème et cet enjeu qui nous motive tous à agir? Quelles sont les actions clés qui doivent être entreprises pour donner vie à notre aspiration, à notre rêve collectif, à notre agenda commun? Donc, vous voyez, ces questions-là ne vous surprennent certainement pas, parce que vous les avez sans doute traitées quand vous avez élaboré votre propre planification stratégique. Mais amenez-les à un autre niveau en vous les posant avec toutes les autres entités qui seront impliquées dans la démarche de l'élaboration de l'initiative d'impact collectif. Il est évident que lors de l'élaboration du plan d'action, il faut aussi que le plan soit compris et accepté par tous les partenaires, toutes les entités impliquées dans le projet. Donc, on va passer à l'autre élément, les phases d'impact collectif. Marc, à l'autre diapositive. Merci. Si vous vous rappelez, ma diapositive bleue, il y avait 4 grands éléments clés. Le troisième, c'est l'engagement ou la mobilisation communautaire. Ou l'implication communautaire. Donc, c'est évident encore là, pour une initiative d'impact, ça demande de l'engagement communautaire. Donc, encore là, on a le descriptif. Cette composante a pour but de s'assurer que votre groupe a pris en compte diverses opinions pour percevoir l'enjeu de manière holistique. Donc oui, on va partir, vous devez partir de votre propre perception, l'ensemble des gens qui représentent les organismes qui vont travailler ensemble. Est-ce qu'on a été voir aussi dans la communauté les opinions et les perceptions par rapport à l'enjeu, puis est-ce qu'on les partage? Donc encore là, les questions qu'on vous suggère, l'objectif de travail, c'est vraiment, ça implique une évaluation continue tout le long du processus. Qui avons-nous mobilisé? Oui, mobiliser dès le départ pour faire partie de l'initiative, mais mobiliser tout le long du processus parce que, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'écouter le premier webinaire sur l'introduction ou participer à une session, mais quand on a mentionné que dans les conditions préalables ou dans les 5 conditions essentielles, ça demandait de la flexibilité, un agenda commun, une communication permanente, mais ça demande aussi un système d'évaluation continue tout le long
en précédant l'élaboration d'initiatives d'impact, pendant et tout le long du projet, parce qu'on s'alimente de cette évaluation-là pour bonifier, améliorer les actions qu'on va entreprendre individuellement et collectivement pour atteindre et répondre à cet enjeu ou à ce problème qu'on a décidé de travailler ensemble. Puis vous voyez dans le tableau encore là, on vous identifie des indicateurs de succès. Est-ce que vous êtes capable de confirmer en répondant à ces questions-là, puis dans l'action, est-ce que la responsabilité est partagée au sujet de l'enjeu? Est-ce qu'il y a un consensus au sujet de l'agenda commun que vous avez établi, puis le plan d'action que vous vous êtes mis en place en fonction des responsabilités collectives, encore là, en réponse à l'enjeu ou au problème que vous avez décidé d'adresser via votre initiative d'impact collectif. Et finalement, le quatrième élément, on va passer à la prochaine diapo. Marc, s'il te plaît. C'est l'évaluation et l'amélioration. Donc, c'est tellement important, c'est qu'on en tient compte tout le long, c'est une des conditions essentielles, mais dans un des éléments clés, on en a fait aussi un élément clé qui est l'évaluation et l'amélioration continue. Donc, on ne fait pas une évaluation à la fin du projet pour faire un rapport d'étape et un rapport de projet à un bailleur de fonds. On fait une évaluation continue pour alimenter notre réflexion, alimenter notre action collective, alimenter vraiment la mobilisation sur la communauté et les communications dans la communauté pour faire vraiment avancer l'initiative d'impact puis qu'on atteigne les objectifs qu'on a le goût d'atteindre en réponse à l'enjeu, à la problématique sur laquelle on s'est entendu travailler tout le monde ensemble. Puis encore là, vous voyez, pour l'évaluation continue, les genres de questions que l'on se donne. Mais juste avant d'aller, c'est, j'ai oublié de le dire, mais dans la description, puis je veux le dire parce que c'est vraiment important, même si je l'ai dit d'une autre façon, l'évaluation, c'est pas juste pour la finalité du projet, puis l'exigence d'un bailleur de fonds, que ce soit la Fondation Trillium ou autre, mais c'est vraiment pour faire le suivi des progrès que l'on voit à toutes les étapes de développement et de mise en œuvre de l'initiative d'impact. Et on se sert de ces données-là, on utilise les données, les informations que l'on cherche, qu'on trouve pour encore là ajuster notre plan d'action et faire des changements si nécessaire, si on voit qu'on s'est trompé de route en cours de chemin. Et donc, qu'est-ce qui change et qu'apprenons-nous tout le long de la démarche? On peut se poser cette question-là. Comment changeons-nous les politiques, les normes et les systèmes? C'est sûr que souvent, c'est pas au tout début de notre initiative d'impact qu'on se pose cette question-là, mais il faut l'avoir en tête sur qu'est-ce qu'on a vraiment le goût de changer dans le système pour vraiment adresser ce problème ou cet enjeu majeur. Puis quel impact avons-nous? Encore là, l'impact, il y en a qui pensent que c'est après qu'on a réalisé toute une initiative qu'on a de l'impact, mais l'impact peut se documenter tout le long du processus. Puis il faut évaluer le progrès, oui, de notre démarche ensemble. Il faut évaluer les résultats et il faut aussi évaluer l'impact des initiatives d'impact collectif. Des indicateurs, on va documenter les leçons qu'on va apprendre tout le long du processus. On va aussi documenter, pas juste non plus le nombre de personnes qui participent aux activités, mais on va essayer de documenter vraiment des résultats et l'impact dans la communauté, puis se donner des moyens pour mesurer la chose. Donc, pour voir plus concrètement l'outil d'évaluation, ça jette les bases. Marc, on peut changer la diapo, s'il vous plaît? Donc, l'outil d'auto-évaluation des phases, vous allez voir dans quelques secondes, ça reprend chacune des phases de l'impact collectif. C'est en lien avec tous les éléments essentiels, donc la gouvernance, la planification, la mobilisation, l'engagement communautaire et l'évaluation et l'amélioration. Ça va permettre à vous et toutes les personnes, les groupes et les organisations impliquées dans votre initiative d'impact collectif de réfléchir non pas seulement à la fin du projet, mais tout au long de la démarche du projet. Et c'est un outil d'auto-évaluation. On dit qu'il est vivant parce qu'il doit toujours être alimenté tout le long de la démarche pour nous aider vraiment à suivre les progrès, mais à les documenter, puis à ajuster notre tir. On peut changer la diapo. Merci. Là, je m'excuse. Je sais qu'une diapositive, à part si vous vous projetez sur une grande télévision, vous allez trouver ça très petit, sauf que la présentation PowerPoint et ces outils-là sont accessibles ou seront accessibles prochainement. Puis peut-être que Nola et Marc pourront en parler à la fin sur quel site que ça sera accessible. Mais vous voyez très bien sur cet outil-là, il est simple. De un, on retrouve les mêmes mots très simplement que je vous ai présenté tout à l'heure. Puis c'est une liste de contrôles. En bon franglais, ça serait une checklist pour faire une auto-évaluation.
Là, c'est pour la phase 1, générer des idées, organiser des dialogues. Ça, on fait ça avant de commencer 12 à 18 mois. Puis on veut, dans exemple, mobiliser et explorer. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple, mais il y a plus de tableaux que ça pour les autres phases. Donc, on regarde les éléments clés comme la gouvernance et l'infrastructure, phase 1, et on a d'autres genres de questions pour la phase 2, pour la phase 3, pour la phase 4, pour la phase 5. D'ailleurs, je les avais pas tellement loin, mais pour ne pas revenir sur la diapo, mais en tout cas, vous le verrez quand on vous partagera le PowerPoint. Mais juste pour vous montrer, ça veut dire que vous auriez 5 tableaux comme ça, une par phase, où est-ce que vous allez pouvoir vous poser des questions, donc faire remplir le checklist, la liste de contrôle, et cocher tout simplement. Est-ce qu'on a commencé à travailler là-dessus? Donc, ce serait deuxième case, commencement, étape initiale. Est-ce qu'on n'a pas commencé à travailler là-dessus? C'est même pas dans le radar, sur notre radar, on n'y a pas réfléchi. Ou au contraire, on y travaille déjà. Beaucoup de monde nous ont dit dans les consultations et même au premier webinaire, écoutez, c'est vraiment intéressant de penser, de développer une initiative qui n'aura pas juste des résultats à court terme, mais qui aura un impact à long terme, des impacts à long terme dans notre communauté. Mais on ne part pas de rien, on a toute une belle expérience, on travaille déjà en partenariat avec des organisations et ça se peut très bien que quand vous allez compléter cette phase 1-là, puis cette liste de contrôle, de vérification-là, que déjà vous pouvez dire, ah, on a déjà commencé, on a quelques étapes initiales parce qu'on a déjà fait un travail dans le multisectoriel dans notre région pour adresser cette problématique-là. Je regarde au niveau de l'alimentation, par exemple, dans la région d'Ottawa, on a amené à la même table les grandes chaînes alimentaires, les pratiques d'agriculture urbaine, les producteurs agricoles qui vendent à proximité, les petits commerçants, les coopératives alimentaires, puis tout ce monde-là explore la problématique de l'enjeu de la sécurité alimentaire pour les gens qui sont à faible revenu. Ce n'est pas encore une initiative d'impact collectif, mais si vous demandiez aux gens de ce secteur-là de remplir ce tableau-là, les autres, ils diraient, écoutez, on a déjà commencé à travailler ensemble et on peut cocher commencement pour certains des éléments. Donc, vous voyez, gouvernance, est-ce que plusieurs opinions ont été sollicitées pour discuter du problème du chemin? Est-ce que l'engagement des leaders et de plusieurs secteurs ont été obtenus? Et vous voyez, chacune des phrases, elle est bien écrite, elle est courte, elle est simple, et on vous invite dans cet outil d'auto-évaluation par phase de vraiment cocher. Encore là, il y a différentes façons de le faire. Moi, dans des groupes, des fois, chaque organisme coche, puis après ça, on se partage les réponses, puis on peut voir à quel point les gens ont la même lecture de l'auto-évaluation, d'où est-ce qu'ils en sont rendus dans les phases de développement de leur initiative d'impact collectif. Puis si on n'a pas la même lecture, bien, imaginez la belle conversation qu'on peut avoir pour aligner nos flûtes, puis vraiment s'assurer qu'on se parle pour avoir la même auto-évaluation sur où est-ce qu'on en est rendu. Parce qu'on ne travaille pas seulement une organisation pour réaliser une initiative d'impact collectif, c'est vraiment une approche multisectorielle avec une variété de gens, parce que les enjeux et les problèmes qu'on adresse sont tellement grands qu'il faut s'associer avec les gens. Et vous voyez, il y a 3 ou 4 éléments par élément clé, 3 ou 4 éléments d'évaluation par élément clé, gouvernance, planification, mobilisation, évaluation. Et vous avez toujours la capacité d'ajouter des commentaires sur le tableau. Puis encore là, c'est là que les commentaires vont changer sans doute au fur et à mesure que vous allez utiliser l'outil, parce que vous n'allez pas être à la même place, vous allez être rendu plus loin dans le développement et la mise en œuvre de votre initiative. On peut aller plus loin. Donc, au gré des phases, phase 1, 2, 3, 4, 5, on se rend compte que c'est pas linéaire, il n'y a pas 2 projets pareils, il n'y a pas une recette parfaite. Et quand je dis que c'est pas linéaire, c'est que ça se peut très bien que, puis on l'a vu aussi dans les discussions, on l'a entendu dans les discussions qu'on a eues dans les sessions, puis sans doute aussi au sein de votre communauté, que parfois, on se lance dans le développement d'un projet, puis on travaille avec des partenaires, puis là, on se rend compte qu'il faut revenir un peu en arrière, il faut peut-être impliquer d'autres mondes, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, les impacts collectifs, puis les initiatives d'impact collectif ne se développent pas de façon linéaire. Et ça se peut très bien que même si on a pris du temps à mobiliser les acteurs clés qui ont le goût de travailler ensemble pour répondre à un enjeu, à un problème au tout début, qu'on ait le goût d'en impliquer d'autres à un moment donné, qu'on ait le goût de changer le leadership, qu'on ait le goût de faire ci ou faire ça parce que le projet va évoluer, l'initiative va évoluer. Et ça veut dire aussi que, bon, il va falloir prendre le temps de toujours bien communiquer, d'expliquer les outils d'auto-évaluation, d'expliquer les rôles et les responsabilités de tout le monde, puis toujours en tenant compte des 4 grands éléments qu'on a parlé tout à l'heure,
et des 5 grandes phases. Donc, les 4 éléments, je ne les redirai pas parce que ça fait quelques fois qu'on le mentionne. Et cet outil-là d'évaluation, comme je disais, il y a des tableaux pour vous aider à vous auto-évaluer dès le départ, dès que vous mobilisez les gens pour voir vraiment ce que vous devriez faire ou mettre l'accent sur ce que vous devriez faire avant d'aller un peu plus loin dans le développement de votre initiative d'impact collectif. Les opportunités de financement de l'impact collectif de la Fondation Trillium sont alignées avec les phases de l'impact collectif. Et cette démarche-là, pour réfléchir, rêver, développer, mobiliser, mettre en œuvre une initiative d'impact collectif, chaque étape est vraiment bien documentée. Je vous invite vraiment, surtout si vous n'avez pas participé à une session en personne et au webinaire d'introduction, à vous procurer ces documents-là. Il y a quelques diapositives qui expliquent très, très bien les 3 conditions préalables, les 5 conditions essentielles, les 5 phases avec les 4 éléments clés qu'on vient de parler un peu aujourd'hui. Et il y a quelques outils déjà en français qui existent pour vous aider à lancer le processus ou à valider valider le processus que vous avez peut-être lancé dans votre communauté pour être prêt à développer et à proposer une initiative d'impact collectif à la Fondation Trillium. On va changer la diapo. Et Devin, je ne sais pas si en ligne, il y avait déjà quelques questions. Allô? Il n'y avait pas des questions directement. Moi, j'ai un couple de questions pour toi, Ethel, si vous pouvez les prendre. Oui. Est-ce que vous pouvez faire des recommandations, nous donner des indices un peu pour comment on peut s'assurer une diversité de participants, de groupes, d'organisations, etc., quand on est au point de démarrage dans notre projet d'impact collectif? Oui, d'ailleurs, on en a parlé un petit peu dans le premier webinaire et dans les sessions. Premièrement, beaucoup de monde ne savent pas ce que c'est, l'impact collectif, puis plusieurs personnes pensent que c'est juste collaborer ou avoir des partenariats comme on le faisait déjà. Et ce n'est vraiment pas ça. L'impact collectif, c'est vraiment une approche axée sur une collaboration qu'on va investir de l'énergie et du temps pour la structurer. C'est une collaboration qui doit être multisectorielle. Ça veut dire qu'il y a des gens, des fois, qui disent, la problématique, nous autres, c'est les artistes à faible revenu dans notre communauté. Mais les artistes ne sont pas seulement les acteurs qui peuvent adresser cette problématique-là ou cet enjeu-là. Si on n'implique pas une variété d'autres acteurs qui ont un rôle à jouer pour adresser cet enjeu-là, on n'y arrive pas. Donc, il faut vraiment se poser dès le départ la question sur c'est quoi vraiment l'enjeu sur lequel on travaille. Et encore là, on s'est dit, c'est important d'expliquer aux gens qu'on va approcher ce que c'est l'impact collectif. On a même une petite définition. Je peux peut-être la lire rapidement, Marc. Ça va peut-être pour les gens qui n'étaient pas familiers. C'est la définition qu'on a présentée dans différentes sessions. L'impact collectif est l'engagement d'un groupe d'acteurs importants de divers secteurs à l'égard d'un objectif commun en vue de résoudre un problème social donné et en recourant à une forme de collaboration structurée. Donc, la collaboration, elle est différente, c'est pas comme on la fait maintenant. Elle doit être structurée, elle doit être multisectorielle parce qu'elle va essayer de régler des enjeux sociaux et environnementaux qui sont complexes à grande échelle. Et encore là, il faut sortir de nos sentiers battus, puis pas aller chercher, comme on dirait, les usual suspects, les gens juste avec qui on travaille. Si on est clair au niveau de l'enjeu, on devrait se poser la question, qui vraiment a de l'influence par rapport à cet enjeu-là. Puis là, on va peut-être approcher des gens d'affaires, on va peut-être approcher des politiciens, on va peut-être approcher des organisations de d'autres secteurs d'activité qui sont en lien avec, qui ont une influence sur cet enjeu-là, et qu'on n'est pas habitué de travailler avec, mais qu'ils vont avoir le goût de mettre la main à la pâte pour travailler. Donc, qui devrait être à la table? C'est vraiment toutes les entités, toutes les personnes qui peuvent influencer par rapport à cet enjeu-là. Et une autre chose qu'on a dit, c'est que très souvent dans nos projets, dans la communauté, on mobilise une variété de partenaires, mais il nous manque souvent un joueur à la table. Puis là, je sais que je ne peux pas poser la question, mais je n'aurai pas de réponse. Mais dans l'initiative d'impact collectif, les personnes qui vivent au quotidien cette problématique-là, qui vivent au quotidien cet enjeu-là, doivent aussi être impliquées dans la démarche. Et là, on se rend compte à quel point que c'est pas
une approche fonctionnaire et administrative de développement puis de gestion de projet. C'est vraiment une approche humaine, holistique, qui aborde, qui amène à la table toutes les personnes et entités qui devraient y travailler, incluant les personnes concernées. Et c'est là qu'à un moment donné, Marc, on est en train de faire notre liste. On peut, en fonction de l'enjeu, on peut faire la liste des gens qui sont proches de nous, qui travaillent déjà ou qui pourraient travailler ou qui sont intéressés. Et poussons-nous plus loin dans notre réflexion de dire qui d'autre est concerné par cet enjeu-là, qui d'autre a un impact par rapport à cet enjeu-là, puis continuons à bonifier notre liste. Et c'est là, je pense, Marc, on arrive, un peu comme le dessin qui est sur la diapositive, on arrive au-delà de notre premier groupe, qui est peut-être le bonhomme rose en milieu, à avoir plein d'organismes qui travaillent et plein d'autres mondes. Merci. C'est un peu la deuxième question. Tu as un peu parlé de ça, mais peux-tu nous donner un peu des indices pour comment soutenir l'énergie pendant le projet? Parce que si ça dure un longtemps, des fois on dit peut-être 8, 10 ans, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a une façon de soutenir l'énergie un peu? Bien, il y a différentes façons. C'est ça qui est intéressant dans tout ce que la Fondation Trillium et Tamarack ont investi, c'est que en nommant qu'il nous faut des choses essentielles avant de partir, en nommant qu'il nous faut des éléments essentiels dans notre recette pour gagner, en nommant puis en se donnant des outils pour évaluer toutes les étapes de développement, puis que c'est pas juste une personne qui évalue, mais c'est collectivement tout le monde autour de la table qui font partie de ces évaluations-là. Mais les gens se sentent concernés, les gens sont clairs sur leur rôle, les gens travaillent en complémentarité pour encore là avoir de l'impact. Et vous savez, quand on disait que les 5 conditions d'approcher des champions influents, d'être clair sur l'urgence de l'enjeu, de trouver des ressources adéquates pour lancer l'initiative et mobiliser des gens, c'est le fun, là, la Fondation Trillium a le goût d'investir dans ces étapes préliminaires-là. Mais si on n'a pas ça, là, si on n'est pas clair sur l'urgence de l'enjeu, ben dans les outils qu'on vous propose, c'est qu'on sait déjà, puis c'est là qu'on vous propose des façons de gérer des conversations dans votre communauté ou avec des organisations avec qui vous pourriez travailler pour vraiment clarifier cette urgence-là de l'enjeu, pour vraiment clarifier et inciter puis impliquer des champions qui vont pouvoir vous accompagner dans la démarche puis s'investir. Puis dans les 5 conditions de l'impact, encore là, on nomme qu'il faut avoir un programme commun, on nomme qu'il faut se donner un système d'évaluation commun, on nomme qu'il faut se donner des mécanismes de communication permanente, pas juste pour s'informer, mais pour vraiment communiquer. Puis, on se donne des moyens aussi pour clarifier quelle serait la meilleure structure de soutien. Mais à la fin de la journée, Marc, au-delà de tous ces outils-là qui ont été créés, c'est vraiment d'être clair sur l'engagement de chacune des entités, d'être clair sur les rôles, les responsabilités, l'agenda commun, rôles et responsabilités en fonction de la réalisation de cet agenda commun-là, puis d'être clair aussi sur l'enjeu sur lequel on travaille, puis éviter les dédoublements. C'est là qu'on peut aller chercher la force des gens en fonction de leur complémentarité. Puis je dis gens, mais gens, ça peut être collectif, là. On peut très bien impliquer des personnes dans l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives d'impact collectif, mais on sait très bien que dans la communauté, il y aura sans doute une variété d'organismes communautaires qui vont vouloir s'associer, mais il y en a de plus en plus qui vont s'associer aussi avec le secteur privé ou avec même le secteur public pour vraiment, et il y a plein d'exemples, Marc, où est-ce que il y a eu des initiatives d'impact réussies. Puis, dès qu'on perd notre vision commune par rapport à l'urgence de l'enjeu, je peux vous dire, c'est déjà un élément décrocheur. Dès qu'on perd de ligne de vue que c'est une gouvernance collective, puis qu'il y a quelqu'un qui prend le ballon puis qui court avec, on perd l'intérêt des gens, puis on perd aussi notre vision par rapport à nos aspirations collectives. Dès qu'on ne fait pas certaines des choses qui sont nommées dans les préconditions, les conditions et les phases, puis il y en a même un modèle logique pour vous aider à suivre les différentes étapes, puis des questions qu'on doit se poser. Pas une personne, pas le gestionnaire de projet, mais tout le monde ensemble. Si on ne fait pas ça, à un moment donné, on est à risque de perdre des gens clés dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une initiative d'impact collectif. Merci, Ethel. Une dernière question, puis on va passer à la présentation de Naulo. Ça semble que la stratégie, la façon dont on travaille dans l'impact collectif est vraiment différente que, disons, les façons de travailler un peu auparavant dans les collaborations. Est-ce que tu peux élaborer juste un peu sur ça, nous expliquer un peu les différences et juste en discuter un peu plus?
Oui, ben, je vais vous donner des exemples en fonction des 5 conditions de l'impact collectif. Par exemple, quand on se dit qu'il faut avoir un programme ou un agenda commun, bien là, c'est pas que chaque organisme a sa planification stratégique puis son plan annuel, puis on dit on va les mettre ensemble, puis on va tisser des liens entre nos plans, puis ça va être comme ça qu'on va collaborer. Non. Les participants d'une initiative d'impact collectif vont d'abord, non pas partir de leur plan respectif, mais d'abord s'orienter sur l'enjeu majeur sur lequel ils s'associent. Voir s'ils ont la même vision du changement qu'ils veulent provoquer ensemble par rapport à cet enjeu-là, cette problématique-là. Pas en fonction encore là des plans respectifs, comme on fait souvent un plan de développement global, puis on met nos plans ensemble, mais on va se donner un agenda ensemble, et là, chaque des entités va vraiment avoir confirmé qu'ils ont une vision partagée du changement et de l'enjeu, la même analyse puis la même compréhension du problème de l'enjeu, puis qui vont confirmer aussi ensemble l'approche commune. Et c'est sûr que dans l'approche commune ou le plan d'action qui va se mettre en œuvre dans l'initiative d'impact collectif, il y aura un arrimage avec vos propres plans d'action, mais ce n'est pas un collage de plans d'action d'organismes où on s'associe pour réaliser un projet, c'est vraiment plus que ça. C'est ensemble une variété d'entités qui croient et qui, dans cet enjeu-là, choisi de travailler ensemble, se donne un agenda commun. L'autre, c'est le système d'évaluation commun. On a la mauvaise pratique présentement d'évaluer le développement de nos projets et de nos initiatives pour répondre aux exigences du bailleur de fonds seulement. C'est rare même qu'on s'inspire de ces résultats-là pour aller plus loin. Puis là, on dit que le système d'évaluation commun n'est pas à la mi- et à la fin projet. Dès le départ, il faut se mettre en place ce système d'évaluation qui va pouvoir nous permettre de documenter toutes les étapes de développement, même l'organisation entre nous, la mobilisation des acteurs, vraiment tout ce qu'on a évalué pour encore là que ça l'alimente, que ça recueille les informations qu'on a besoin, mais que ça l'alimente de façon régulière, que ces résultats-là nous alimentent dans la mise en œuvre de tous les efforts. Puis de s'assurer aussi que nos efforts demeurent concertés et synchronisés. Une autre affaire qu'on fait souvent dans des projets de collaboration, c'est qu'on s'entend qu'on réalise un projet bleu, et Marc, toi, tu fais la partie 1, 2, 3, puis moi, je ferai la partie 4, 5, 6, puis l'autre ferait la partie 7, 8, 9. Puis oui, ça peut très bien fonctionner, mais là, c'est qu'on a un souci alimenté par l'évaluation à s'assurer que nos efforts ne sont pas juste concertés, complémentaires, mais qui sont réellement synchronisés. Et après ça, activité se soutenant mutuellement. Mais encore là, ensemble, les gens qui vont, les entités qui vont s'associer au sein de la même initiative d'impact, ils vont s'entendre sur une variété de stratégies ou d'actions. Encore là, ils ne partent pas chacun de leur barre pour les réaliser. Ils vont vraiment s'assurer encore là que ces activités-là se réalisent en se soutenant mutuellement. Parce qu'on ne veut pas juste dire qu'on a fait 10 activités et qu'il y a 50 personnes par activité. On veut faire des activités qui vont vraiment adresser la problématique et l'enjeu sur lequel on travaille. Donc, il faut vraiment s'assurer des effets leviers d'une activité à l'autre. Il faut vraiment s'assurer encore là que ce n'est pas un collage d'activités, mais que c'est pour réaliser l'agenda commun puis adresser la problématique sur laquelle on s'est entendu. Puis la communication, encore là, souvent on dit on va faire une réunion par mois pour s'informer, on va se produire un petit bulletin pour partager l'information. Tout ça, ce sont des bons outils. Mais il faut trouver une autre condition, c'est la communication permanente. Pas juste se communiquer ou de s'informer, mais il faut vraiment de communiquer de façon permanente pour être à l'affût de ce qui se passe et d'ajuster notre tir, puis d'avoir la flexibilité. Donc, encore là, c'est faut renforcer mutuellement nos liens et nos échanges d'informations. Est-ce que comment on peut se partager des trucs sur comment motiver les gens à rester impliqués dans la démarche. On va trouver des façons de promouvoir les avancées de notre initiative d'impact collectif parce que ça va faire en sorte que les gens vont voir qu'on ne fait pas du surplace. Mais encore là, on va être d'accord sur les messages qu'on va diffuser. Puis la structure de soutien, ben, elle va vraiment, c'est le mot qu'il dit, là, qui est une autre condition. Elle va vraiment soutenir l'ensemble de ces efforts-là. Merci. Quelqu'un qui voulait avoir un exemple concret, puis l'exemple concret que je donnais, c'était un exemple de Chicago, mais parce qu'on a peu d'exemples documentés d'impact collectif
En Ontario français, il n'y en a pas encore, je pense, sinon là pourra nous dire s'il y en a eu qui ont été déposés là, dans les phases 1 ou 2. Mais moi, ce qui était intéressant, c'est un programme, c'était une initiative d'impact collectif à Chicago où est-ce que tout le monde se posait la question sur une problématique au niveau d'opportunités d'emploi. Puis, à la table, ils se sont entendus là, sur c'était quoi l'enjeu comme tel, puis c'était de favoriser l'autonomie socio-économique des gens les plus marginalisés et les plus pauvres d'un grand quartier pauvre de Chicago. Puis, l'objectif, c'était de procurer de l'emploi non subventionné à 5000 résidents de logements sociaux entre 2006 et 2010. Puis quand je dis favoriser leur autonomie socio-économique des personnes, c'est que, bien entendu, on ne voulait pas créer des emplois par des subventions qui vont durer le 3 mois ou le 6 mois qu'une subvention va durer. Donc, l'enjeu, c'est vraiment l'insertion et l'autonomie économique des personnes, mais par l'emploi. Ils ont défini, encore là, avec une variété de gens dans la communauté, puis imaginez qui est-ce qu'ils ont amené à la table. Ils ont amené des employeurs, ils ont amené des fondations, ils ont amené des organismes impliqués dans la communauté au niveau de l'employabilité. Ils ont même amené des paliers de gouvernement qui, oui, peuvent financer, mais que, oui, aussi, ont des têtes et des bras, puis qui ont de l'expertise à gérer puis à soutenir des projets et qui peuvent aussi alimenter cette réflexion-là via leur expertise. Et ils ont défini ensemble le grand enjeu de l'autonomie économique par l'emploi, puis ils ont défini ensemble aussi un peu plus c'était quoi vraiment les problèmes qui causaient ce manque d'autonomie-là. Les gens, dans ce contexte-là, ils n'avaient pas accès à de l'emploi. La volonté et la capacité des personnes de garder leur emploi. Quand tu es toujours à la quête d'un emploi puis qu'on tu es dans un programme de formation, puis qu'après ça, tu vas t'es placé pendant 2 mois en stage, souvent non rémunéré, bien, souvent à la fin de ça, tu retournes chez toi. Tu n'es pas incité et motivé à améliorer ta situation. Donc, ils ont défini davantage les problèmes complexes rattachés à l'autonomie économique des personnes. Puis là, c'est pas un organisme qui l'a fait au nom de tout le monde. Toutes les entités que je vous ai parlé tout à l'heure, quand ils se sont entendus sur l'enjeu, ils ont identifié des réunions pour parler des causes de cet enjeu-là, des causes du problème. Les champions, ça a été les gens de la communauté. Ah oui, puis là, oui, dès le départ, il y a des gens du quartier qui étaient impliqués dans la conversation. Donc, c'est pas comme si les organismes parlent au nom des gens qui n'ont pas d'emploi, puis qui sont pauvres, puis qui sont sous bien-être social. C'est que les gens qui vivent cette situation-là sont à la table, puis peuvent toujours mettre leur juste sur la réalité que les personnes vivent et les défis. Mais savez-vous quoi? Le fait d'aller au-delà d'une collaboration naturelle, de dire on va juste identifier un projet d'initiative en employabilité, on va tisser des liens des gens qui le font. Le fait qu'ils ont développé l'agenda commun, le fait qu'ils ont travaillé avec une vision commune de cet enjeu-là, puis le fait qu'ils se sont donné un plan d'action commun où est-ce que chaque entité impliquée pouvait investir des efforts, puis les synchroniser avec les autres pour avoir de l'impact. Mais imaginez, résultat, avant même la fin du projet d'initiative d'impact, là, en 2006 jusqu'à 2010, il y a eu 14% de plus de personnes qui ont trouvé de l'emploi. Donc, 5696 personnes ont trouvé de l'emploi. Sur une population, comme je vous disais tout à l'heure, c'était combien? C'était un quartier d'à peu près, ils visaient 5000 personnes dans un quartier qui avait 7000 personnes. Ils ont atteint 5696 personnes qui ont trouvé de l'emploi. Et même 2 ans après, ces personnes-là étaient en emploi. Ils se sont rendus compte dans l'impact qu'ils avaient brisé le cycle de la pauvreté ou le cycle du sous-emploi ou du non-emploi dans des familles, puis de père en fils ou de mère en fille ou de parents en enfants. On venait de montrer des nouveaux modèles dans cette communauté-là que l'autonomie socio-économique des personnes pouvait changer. En dedans de 4 ou 5 ans, ce projet-là n'a pas juste eu des résultats en disant on a fait des formations, puis on a fait de l'accompagnement, puis on a tant de personnes dans nos ateliers. On a vraiment changé la vie des gens. Et il y a réellement eu des résultats. Puis le modèle a tellement été efficace et éprouvé que maintenant, il commence à être reproduit dans d'autres communautés, dans d'autres quartiers à Chicago et ailleurs aux États-Unis. Et savez-vous quoi? Ils se sont même rendus compte dans le cadre du processus, quand je disais que ça demande de la flexibilité, quand ils travaillaient tout le monde ensemble, les gouvernements, les gens de la communauté, les employeurs, les organismes, les fondations, ils se sont rendus compte à un moment donné qu'il y avait tellement d'emplois qui pourraient être disponibles, mais que ce n'est pas les gens du quartier qui avaient les compétences. Puis j'ai oublié de le dire, mais à ce moment-là, ça faisait peut-être 6-7 mois qu'ils étaient dans le processus, ils ont décidé d'impliquer les collèges communautaires. Ben oui, ils auraient pu y penser dès le départ, mais ils ne savaient pas
dès le départ que les personnes n'avaient pas nécessairement toutes les compétences pour combler les emplois du marché. Donc, vous voyez, la flexibilité au long, ça a même été dans la gouvernance du projet de dire, hey, même si on est dans le bateau depuis déjà un an, on va impliquer un autre partenaire qui va nous aider à aller plus loin pour adresser l'enjeu majeur. Donc, c'est un exemple concret, puis il y en a d'autres, puis il commence à avoir 5-6 projets en Ontario qui sont rendus, je crois, à la 2e ou même 3e phase. Donc, on aura des histoires en Ontario très prochainement. Est-ce que ça aide, Marc? Allô? Oui, ça aide beaucoup. Merci, Ethel. On peut changer la diapositive à la fondation? Oui, on va maintenant donner la parole à Naolo du Fondation Trillium, qui va nous parler un peu de la Fondation, puis comment il impacte l'impact collectif. Merci, Naolo. Alors bonjour à tous, merci à tous d'être sur la ligne présentement. Merci à Ethel et à Marc pour tout ce que vous avez fait présentement. Moi, je vais juste vous donner une introduction de ce que la Fondation fait. Pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la Fondation, sachez que la Fondation Trillium de l'Ontario est la fondation subventionnaire la plus importante au Canada. Alors en 2013, la Fondation a fêté son 30e anniversaire en tant qu'organisme subventionnaire. Et chaque année, ce sont environ plus de 1000 organisations communautaires en Ontario qui bénéficient de notre soutien financier. Alors, c'est environ 110 millions de dollars par année que nous investissons pour soutenir des projets visant à améliorer la situation financière des populations, leur niveau d'activité physique ou leur connexion à la communauté. Nous investissons aussi dans les projets dédiés à la jeunesse, aux activités artistiques et à la protection de l'environnement. La Fondation Trillium de l'Ontario est une agence non partisane du gouvernement de l'Ontario. Alors, nous ne réalisons pas de projet nous-mêmes. Notre rôle est principalement de participer à l'amélioration de la société grâce à nos investissements dans les initiatives communautaires ici en Ontario. Marc, est-ce que tu peux passer à la prochaine diapo? Alors, nous nous sommes lancés dans l'impact collectif afin de répondre à un besoin des organisations qui travaillent dans l'impact collectif et qui avaient besoin de ressources financières. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de supporter leurs efforts collaboratifs. Et en organisant des webinaires, des sessions d'information sur l'impact collectif, nous espérons pouvoir outiller les organismes communautaires et développer leurs compétences afin de favoriser des histoires de succès comme celle à Chicago dont Ethel vient de parler, ici même en Ontario. Et le but principal, c'est de réussir à résoudre des problèmes sociaux ou environnementaux qui perdurent depuis très longtemps. Alors Marc, tu peux passer à la prochaine diapo, s'il te plaît. Vraiment très simplement, si vous voulez en apprendre plus ou si vous avez besoin de ressources financières, vous pouvez aller directement en ligne sur notre site web ou contacter votre gestionnaire de programme local, ou vous pouvez me contacter moi directement et je serai capable de pouvoir vous aider, répondre à toutes vos questions et vous faire entrer dans le processus si votre projet en fait est un bon fit. Ou aligne bien avec nos objectifs. Alors, moi, c'est vraiment tout pour moi. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter. Je veux juste remercier Marc et Ethel pour cette super présentation et aussi remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints ce midi. Diapositive, Naolo, mais merci beaucoup. C'était très clair, c'était succinct. Changez la diapo, Marc, s'il vous plaît. Merci. Je vous rappelle les prochains webinaires et je sais que Naola t'a offert plus les agents de programme dans les régions, qu'on vous contacte si les gens ont des questions. Dans les sessions en français, puis même en anglais, les agents de la Fondation Trillium étaient présents ici, Naolo, et ils ont une énorme expertise, ils se sont formés, Tamarack travaille avec eux, nous aussi on travaille avec eux. Et suite au webinaire aussi, puis Naolo, n'hésite pas, Devin et Marc, si vous recevez des courriels ou des questions, vous pouvez me les acheminer bénévolement. Ça me fera plaisir aussi de répondre à certaines questions ou de référer à certains outils. Ce serait peut-être bon, avant que je lise cette diapositive-là, Marc et Devin, de nous dire où sont les contenus des diapositives. Est-ce qu'on fait seulement l'envoi en ligne ou envoi par courriel, puis où on les met, ils sont en ligne, puis que les gens peuvent référer à un lien pour avoir accès aux ressources. Parce qu'il y avait énormément, entre autres, lors de la session en personne, il y avait au moins 4 ou 5 outils pratiques qu'on avait proposés. Il y a eu une question sur comment mobiliser des partenaires ou des collaborateurs qui vont vraiment avoir le goût de travailler ensemble sur un enjeu commun.
Des fois, on ne sait pas comment faire ça. On est habitué de travailler très bien au sein de notre organisation. Bien, on a proposé des outils pour lancer les conversations dans les communautés. Puis on a même des outils pour un petit outil là, très pratique pour si on convoque les gens à une réunion, quel genre de questions qu'on devrait se poser par rapport à l'enjeu, des choses comme ça. Puis c'est vraiment dynamique. C'est pas vraiment, il n'y a rien de plate là-dedans, au contraire. Puis vous mobilisez des gens qui partagent, qui ont le goût de travailler sur ce grand problème-là ou l'enjeu de société, comme Naolo dit, puis qui travaillent peut-être depuis des années, mais ils n'ont pas l'impact qu'ils désirent. Tout ça pour dire qu'il y aura d'autres webinaires en français. Stratégie commune le 19 juillet, mesures communes et avancées vers le résultat le 23 août et la structure de soutien. Puis je sais qu'il y a plusieurs organismes qui disent, ben, nous, on a déjà géré des projets multipartites, on ferait des bonnes structures de soutien. Ben, je vous invite vraiment à venir à ce webinaire-là pour découvrir comment cette structure-là de soutien peut prendre différentes formes. Et encore là, ça demande de la flexibilité. Encore une fois, merci beaucoup Marc et Devon. J'ai déjà donné mon courriel à Devon, etelcoté@bell.net. Et si vous avez des questions précises sur le contenu d'aujourd'hui, ça me fera plaisir soit de référer encore là à des outils ou de vous référer encore là à Naolo et les membres de l'équipe de la Fondation Trillium pour certaines suites. Il y a aussi un atelier d'une journée qui se passe à la fin juillet, Penser différemment, échanger la donne, organisé par Tamarac, puis il y a des subventions offertes aux membres du personnel de la Fondation et aux bénéficiaires, donc des organismes qui auraient eu déjà des subventions de la Fondation Trillium. Pour conclure que en tout cas, j'espère que c'est des snapshots, ces petits webinaires-là, donc c'est des partages de contenu de courte durée sur beaucoup de sujets, mais en mettant la main sur la présentation initiale de l'atelier d'une journée, vous allez voir que la Fondation Trillium vous propose de vous soutenir tout au long des étapes du développement des initiatives d'impact collectif et ils sont vraiment efficaces. Puis, la Fondation Trillium ne s'attend pas que vous allez arriver avec un projet de 500 000 $ par année pendant 3 ou 4 ans, du jour au lendemain. Ils sont même prêts à investir dans des étapes préliminaires si vous mobilisez les organismes qui veulent travailler sur un enjeu commun. Puis encore là, ça vaut la peine d'aller sur le site, c'est assez bien explicite, et sur les présentations. Et Marc, où est-ce qu'on peut avoir ces présentations-là après l'envoi par courriel? Est-ce que c'est sur le site de Tamarac ou le site de la Fondation Trillium ou les deux? On va partager ça dans l'email, dans le courriel qu'on va envoyer, tel. Il y aura des liens directs pour les outils. OK, puis Marc, aussi les liens, pas juste sur les outils, mais les liens sur les présentations antérieures de l'autre webinaire, mais aussi de la présentation qui a servi pour les journées, les pleines journées de formation, ça serait très bien. Absolument. Oui, tout va être dans le courriel. Puis, comme tu as dit, je vais juste rementionner que s'il y a des questions que vous voulez poser directement à Ethel, encore c'est Ethel Coté, E-T-H-E-L-C-O-T-E, @bell.net, BELL.net. Et vous pouvez aussi m'envoyer des questions directement. Mon courriel, c'est marc, M-A-R-C, @tamarac, T-A-M-A-R-A-C-K, community, C-O-M-M-U-N-I-T-Y.ca. Donc, merci Ethel d'avoir partagé vos réflexions et perspectives avec nous aujourd'hui. Ça a été vraiment intéressant. Puis, tu as vraiment bien répondu à mes questions aussi. J'aimerais aussi remercier tous les participants en ligne pour vos questions et vos commentaires. Je crois qu'on a pu répondre à toutes les questions, mais sinon, Devon a pris note de toutes les questions qu'on n'a pas pu répondre et on va demander soit à Ethel ou soit à un de nos collègues à Tamarac de vous répondre directement. Puis on va vous partager ça dans le courriel qu'on va envoyer après le webinaire qui va être, on va l'envoyer dans la prochaine semaine, 10 jours au plus tard. Et les questions vont être répondues à tout le monde, pas seulement à la personne qui a demandé la question spécifiquement. Comme Ethel a dit, il y a plusieurs façons de continuer d'apprendre avec nous. Elle a mentionné les webinaires, merci Ethel, de Tamarac qui vont venir. Et comme déjà mentionné, il y aura l'email qui va venir avec les liens et les questions, ainsi que le PowerPoint d'aujourd'hui. Donc, vous auriez tous ça
que vous pouvez partager librement dans vos communautés avec tout le monde. On vous encourage de faire ça. Et aussi, vous pouvez partager avec moi vos commentaires sur le webinaire, du feedback de qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, de qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire de plus, même sur le PowerPoint, etc. Puis on est toujours intéressé de comment on peut améliorer nos présentations ici à Tamarack. Donc, je vous remercie encore. On va terminer le webinaire aujourd'hui. Puis j'espère qu'on va vous voir dans les prochaines. Bonne journée. Et Marc, pour s'inscrire pour les prochains webinaires, le lien va être aussi dans les prochains messages? Absolument. Oui, le lien pour les prochains webinaires en français du Fondation Trillium. Absolument. Au plaisir tout le monde, puis merci d'avoir été présent. Merci, Ethel. Merci à tous.